La vie commence mal avec ce piège mortel pour cette sauterelle. Cet éper faciès l'entoure de sa toile puis l'immobilise grâce à son venin paralysant. La vie n'est pas facile dans ce monde moderne. Cet épervier d'Europe s'est fracassé la tête contre une vitre. La vie grouille, se transforme, se bat pour survivre. À Échiré, dans les Deux-Sèvres, Marie recueille des animaux sauvages et scrupuleux, une passion bénévole qu'elle exerce 24 heures sur 24 à la maison. Elle va réussir à nourrir ce jeune coucou. Donc là, il est arrivé à midi, donc Ah bon, en effet, oui. intéressant. il vient juste d'arriver, hein, là, doucement. Il était très où? Vermel, là-bas. Ah ouais. Je l'ai eu, c'est les vétos de Mel qui me l'ont fait passer doucement. D'accord. Donc là, il y a une pâtée à base de viande hachée. Oui. Et elle est toujours dans l'affaire. Hein? Quand il a mangé, Ah, il donne des bah, coups de c'est bec. déjà bien à se nourrir toute seule. Elle. Depuis pas longtemps, hein? Ah oui. Parce que ça, c'est des tanguis. Hein? Ah ouais. Oh, dis donc, dire que c'est nourri peut-être par un accenteur mouché. Ouais, Hein, c'est ouais, là-dedans. Il faut Tu t'imagines l'oiseau qui Ouais. les parents, enfin adoptifs, Le nombre d'années le venues. nombre, vous vous rendez compte, hein, parce que ça Ah oui, mange, oui, hein. ouais, ça mange. Ah oui, oui. Ah, parce que c'est gros, hein. Ah, c'est Ah bah, gros, c'est hein. gros, et puis c'est lourd l'air de rien. Ah ouais. Donc il est arrivé, il était quand même pas trop mauvais état au niveau. Non, je pense même que c'est un peu un ramassage intempestif. Oui, c'est Oui, sûr, il y voilà. avait les parents qui étaient à côté. Ouais, parce qu'il devait être nourri. Ouais. Et en fait, il est tellement gros qu'il a dû tomber du nid Ouais, un peu avant l'heure. ben, avant le... Bon, après, il peut y avoir... Là, ça y est, Oh, ça il est y est. magnifique. Je te laisse. Là, doucement. Ah, Eh ben, dis donc. Pas Bon, que dans mal, 2 hein. ou 3 jours, ça ira mieux. Mais là, c'est vraiment le... Bah oui, le démarrage, quoi. Voilà. Le démarrage est toujours difficile. En fait, Nous la c'est ça qui est retrouverons un peu plus tard. C'est quand je reçois... La vie se crée au bon plaisir de Dame Nature. Les chats sont les prédateurs les plus redoutables de la planète. Avec 92 millions d'animaux chassés chaque année, dont 27 millions d'oiseaux, les 9 millions de chats qui peuplent le pays tuent proportionnellement plus de proies que tous ces grands félins réunis.
Mais il faut être là au bon moment. Alors, c'est comme ça qu'on ouvre. T'as appuyé. Attends, juste. Non, c'est de frapper. Ici, va appuyer. Oh merde. Pas de gros mots. Ah, flûte. Ah, flûte. Pas grave, pas grave. Je vais l'attraper. C'est bon. Ah, je vais l'attraper. Là. Bonne chance à ce moineau domestique. Le monde moderne est en route. Pas trop de place pour la vie sauvage. L'homme représente une véritable menace pour les animaux. Ces dernières années, les hommes n'ont pas été prévenants avec cette faune sauvage, surtout avec les espèces protégées. L'avenir ne semble certes pas radieux pour nos amis. Les jeunes sont surtout nourris d'insectes et quittent généralement le nid avant d'être complètement emplumés. Le couple mène généralement à terme 2 nichés par saison. Sa vie amoureuse est assez étonnante. Les accouplements extra-conjugaux et les trios sont courants, et puis ce n'est pas notre affaire. Ils sont vraiment mignons, ces futurs prédateurs. La vie grouille une fois les mésanges partis. La vie tient à une patte. Ce sont des murins à oreilles échancrées. Cette espèce est localement menacée par la disparition ou dégradation de son habitat et de ses sources de nourriture. Comme toutes les autres espèces de chauves-souris, ces murins sont adaptés à un environnement nocturne. Elles souffrent d'une pollution lumineuse croissante. Le murin à oreilles échancrées est sédentaire. Il se déplace entre un gîte de reproduction et un gîte d'hibernation. En moyenne, les déplacements entre ces gîtes sont de 40 km, maximum connu 106 km. En 20 ans, la population a diminué de 10% environ. Les espèces des zones rurales payent le plus lourd tribut. La France a perdu en moyenne 10% de ses oiseaux communs entre 1989 et 2008. Ces chiffres cachent toutefois une grande disparité selon les milieux et les espèces. En effet, on trouve des espèces comme le pigeon ramier, les tourneaux, la mésange charbonnière, dont les populations augmentent et profitent de l'emprise grandissante de l'homme sur les milieux. Alors qu'à l'inverse, des espèces comme l'alouette des champs ou la perdrix grise, pénalisées par l'agriculture intensive, sont en constante régression. Même chose pour des oiseaux forestiers comme le bouvreuil ou des espèces qui nichaient sous les linteaux des bâtiments, comme l'hirondelle des fenêtres. Les réductions d'effectifs les plus marquées touchent les espèces des zones agricoles, 20% de baisse en moyenne. Ainsi, la linotte mélodieuse, symbole des campagnes avec l'alouette des champs, a vu sa population chuter de 71% entre 1989 et 2008, en raison de la raréfaction de ses ressources alimentaires.
de petites graines d'herbacées considérées comme de mauvaises herbes et éliminées des zones de grande culture. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, les engrais ont plus d'impact sur la végétation que les herbicides, en favorisant certaines plantes. Il faut repenser l'agriculture. Les oiseaux des forêts sont eux aussi en déclin, moins 11% en moyenne, en dépit de l'accroissement continu des surfaces forestières. C'est le mode d'exploitation qui est en cause, notamment la futaie régulière monospécifique et les coupes à blanc. Il suffirait de laisser quelques buissons dans les sous-bois pour tout changer. En Suède, par exemple, où les coupes à blanc sont interdites et où les sylviculteurs ont l'obligation de laisser une dizaine d'arbres par hectare, les populations d'oiseaux forestiers sont en progression. Les espèces spécialistes d'un milieu, agricole, bâti ou forestier, sont celles qui souffrent le plus de la dégradation de leur habitat. En revanche, les espèces généralistes, celles qu'on retrouve de façon uniforme dans tous les types d'habitats, sont en augmentation, plus 20%. On trouve pêle-mêle le pinson, les mésanges bleus et charbonnières, le merle noir, le héron cendré, les tourneaux, le pic-vert. La diminution du nombre d'oiseaux constatée depuis plusieurs années pourrait bien avoir des conséquences sur tout le reste du monde vivant. Une espèce d'oiseau sur 10 pourrait disparaître d'ici 100 ans. La vie est si fragile. Ce roitelet à triple bandeau est parti au paradis des oiseaux. C'était un petit oiseau, toujours en mouvement. La vie jaillit de toutes parts au printemps, mais seulement 2 mésanges sur 10 survivront au bout d'1 an. Les parents doivent se défendre. L'hirondelle ne fait plus le printemps, ou de moins en moins. Ces oiseaux migrateurs qui rythmaient les saisons voient leurs effectifs diminuer de façon inquiétante en France. On estime à près de 40% la chute des populations d'hirondelles, rustiques ou de fenêtres ces dernières décennies. En milieu rural, l'hirondelle disparaît car elle ne dispose plus de granges ouvertes ou de passages abrités pour nicher. Les vieilles bâtisses se rénovent, l'habitat se modifie, la nourriture des oiseaux se raréfie du fait des insecticides ou des pesticides employés dans l'agriculture. L'hirondelle de fenêtre n'est pas mieux lotie en ville du fait de la réfection des façades ou de la destruction des niches. Pas un été ne se passe sans que les médias ne se fassent l'écho d'un événement qui prouve combien l'homme doit faire face à une nature hostile. La liste des accusés est certes généralement très courte, mais on peut toujours y puiser avec bonheur. Chacun son rôle de grand méchant loup pour nous inciter à rester vigilants face à cette nature qui nous menace. Et de fait, à chaque fois, des voix s'élèvent pour demander à ce que l'on puisse intervenir davantage pour la maîtriser, la gérer, la réguler. En finir avec la nature, comme le titrait François Terrasson dans un de ses ouvrages. Ce n'est pas forcément la détruire, mais la dominer. L'idée d'une nature asservie est encore un leitmotiv pour beaucoup, soit par conviction, soit pour asseoir un semblant de puissance. Des chercheurs viennent pour la première fois de démontrer qu'une classe d'insecticides, connue pour ses effets nocifs sur les abeilles, a aussi des retombées néfastes sur d'autres espèces. Cette nouvelle étude vient de montrer que l'insecticide le plus utilisé dans le monde est un des principaux facteurs de la baisse récente du nombre d'oiseaux des champs. Ces insecticides étaient reconnus comme dangereux, mais cette étude conclut qu'ils sont encore plus dangereux. Cette étude fait suite à une évaluation, en juin, qui sonnait l'alarme face à cette pollution omniprésente par des agents neurotoxiques qui menacent l'ensemble de la production alimentaire.
Eh bien oui, la nature a ses lois qui ne sont pas celles de notre société bien policée. Pour les accepter, la première et nécessaire étape est celle de leur compréhension, la deuxième celle de la persuasion. Nous sommes les indispensables acteurs de ces deux étapes. De notre efficacité à mener cette mission dépend un peu la préservation d'une nature sauvage et libre. Cette reconnaissance internationale de la détérioration implicite de la nature par l'homme et de l'importance de sa sauvegarde reste 10 ans plus tard, et malgré quelques réussites, marquée de beaucoup de déceptions et d'ambiguïté. Par exemple, la France, pays pourtant réputé pour être un des plus soucieux de la protection de son environnement, est le 3e État au monde pour sa consommation de pesticides, responsable de la pollution de 94% des cours d'eau nationaux. Au sud, la réserve naturelle de Camargue, endroit le mieux protégé, voit pourtant 500 hectares disparaître chaque année au profit de l'agriculture, du tourisme, des infrastructures. À l'heure où de lourdes menaces pèsent sur notre environnement et où les certitudes scientifiques s'accumulent, il semble que l'homme soit incapable de protéger son bien le plus précieux, sa planète. Quelle en est la raison profonde ? Bloqué par une peur ancestrale, au-delà des causes économiques, politiques, culturelles, sociales, qui rendent ardue la protection de la nature, il en est une, beaucoup plus cachée, insaisissable et sourde, qui prévaut sur toutes les autres. L'homme occidental, maître économique actuel de la planète, a peur de la nature et de sa part d'animalité. Le livre de François Terrasson met remarquablement en lumière ce triste constat, responsable majeur de nos problèmes. Il nous entraîne à la découverte de nous-mêmes sur un chemin humide et obscur, nimbé de brouillard, semblant mener nulle part, accompagné par des bruits assourdis et mystérieux. La conscience abdique, qui sommes-nous vraiment ? Qu'est-ce que la nature ? S'il est difficile de donner une définition de la nature qui satisfasse tout le monde, il reste un constat. Ce mot, abstrait entre tous, existe dans néanmoins toutes les langues. Pour l'auteur, la nature, c'est ce qui existe en dehors de toute action de la part de l'homme et qui ne dépend pas de sa volonté. La nature a ses propres lois et mœurs. La mort est d'abord le processus d'une transformation, la vie grouille même sous une simple pierre. Mais l'homme moderne ne comprend plus ces forces mystérieuses, leur interaction. La mort est devenue tragédie, la vie organique menaçante. Les insecticides, antibactériens sont là pour en témoigner. Aujourd'hui, ces craintes se manifestent autrement. Nous constatons ainsi au fil des pages que nos créations, champs agricoles dénudés s'étendant fièrement à l'infini, autoroutes en ligne droite, grands immeubles de verre et de métal s'élevant dignement dans le ciel, ont toutes un point commun. Elles célèbrent par leur artificialité le reniement de la nature et sa domination, le rejet de la courbe de l'organique. Cette séparation radicale d'avec nos origines a introduit une vision particulière de l'existence. Le ciel n'est pas la terre, les motifs n'est pas le rationnel, la nature et la culture sont deux choses bien différentes. Idem le féminin et le masculin, qui l'emporte à chaque fois aujourd'hui. Pour ne pas comprendre et accepter cette part indéniable d'animalité qui est aussi en nous, génératrice d'émotions fortes et de pulsions mal refoulées, beaucoup se retrouvent couchés sur le divan du psychanalyste. Détruire ou maîtriser. De nos jours, nous vivons apparemment un grand progrès. La nature est dorénavant protégée, nous dit-on. Vraiment ? La création des parcs nationaux, par exemple, n'est pas exempte d'un comportement trouble. Au-delà de leur protection, c'est l'apartheid de la nature qui est célébré. Qui dit réserve dit non-réserve, ces vastes espaces quotidiens où nous vivons, noyés sous le béton et le métal. L'homme moderne n'en est plus à une contradiction près. Il pense être le chef-d'œuvre de la nature, mais refuse d'être perçu comme lié à elle. Il a fait Dieu à son image et veut créer de la vie sur Mars, alors qu'il a détruit chez lui. En se détachant de la nature, en déniant sa part d'animalité, la civilisation moderne a pris le risque de ne plus la comprendre. Les dysfonctionnements de la science,
pollution, vaches folles, révèlent à leur manière cette profonde rupture. Partez à la découverte de votre part de nature. Retrouvons Marie. Je suis en admiration devant ce savoir-faire pour sauver cette nature et dommage que j'habite trop loin. Je pense que je l'aiderai souvent. Le monde sauvage doit rester à sa place. Le salon de Marie est une arche déclopée. Les animaux de Marie, c'est sa vie. Une passion, c'est toujours exclusif. C'est pesant. Mais mes 4 enfants ont été élevés au milieu d'animaux. Je ne peux pas vivre sans. On imagine avec peine certains départs en vacances épiques. Avec une 30aine d'animaux dans la voiture, direction le sud et la famille. L'aventure au coin de la rue. Marie soigne les animaux sauvages de la faune française, du bébé chauve-souris à la buse, en passant par le faon. Une fois sur pied, elle les relâche. Dans son jardin, dans son salon, cages et volières peuvent accueillir plus d'une 100aine d'animaux. Titulaire d'un certificat de capacité, elle travaille en collaboration avec le Centre d'études biologiques et Zoodyssée, à Chizé, avec les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, avec les associations environnementales du département et le Centre de sauvegarde de la faune sauvage de Torsac en Charente. Sans compter les dizaines de particuliers qui, chaque année, lui confient un animal blessé, recueilli sur le bord d'une route. Dans la région, il n'y a pas de Marie. Ici, ce n'est pas le pays des bisounours, prévient la soigneuse. Il y a la vie et la mort. Les rapaces mangent d'autres animaux. J'écoule 12 000 poussins par an. Quant aux hérissons adultes, ils mangent des cadavres d'animaux. C'est pas très rigolo. Dans mon film. Marie insiste et le rappelle aux classes d'enfants qu'elle rencontre. Au fur et à mesure, il m'a Le dit, sauvage doit rester à sa je veux des place. passeurs Un de animal vie. sauvage qui Déjà, atteint c'est sa pas- maturité sexuelle, vous pouvez devenir son compagnon aussi bien qu'un adversaire. Apprivoiser un animal sauvage, ça n'est pas une bonne idée. Lorsque nous apercevons un être humain en détresse, nous passons à l'action, du moins quand les risques pour nous sont faibles ou inexistants. Mais lorsqu'il s'agit d'un animal, cette obligation morale s'estompe. À plus forte raison quand cet animal appartient à un monde à part, un monde dans lequel nous ne devrions pas intervenir. Mais au juste, pourquoi ne devrions-nous pas intervenir ? Aujourd'hui encore, ce qui est naturel est synonyme de bons ou de bien dans l'esprit de beaucoup. À leurs yeux, ce qui se déroule dans la nature est absolument nécessaire. Autrement, cela ne se produirait pas, ou quelque chose comme ça.
Pourtant, notre évolution s'est faite parce que nous avons défié la nature, parce que nous nous sommes montrés plus rusés qu'elle, parce que nous l'avons conquise. Ce qui n'est pas un problème en soi, bien au contraire. Les médicaments que nous prenons ne sont pas naturels, pas plus que nos lunettes, béquilles, voitures, bicyclettes, ou l'écran qui vous permet de lire cet article. Rien de tout cela ne se trouve dans la nature. Qui plus est, nous intervenons constamment dans la nature, le plus souvent, il est vrai, pour servir nos intérêts. Nous l'avons déblayée pour nos routes, nos cultures, nos parcs et nos bâtiments. Et ce faisant, nous avons tué un nombre incalculable d'animaux. Beaucoup conviendront que nous, humains, devrions tenter de mettre un terme à la souffrance que nous-mêmes infligeons aux animaux sauvages, en construisant par exemple des ponts et des tunnels qui serviront de passage aux animaux dont nous avons morcelé l'habitat ou le territoire. Mais qu'en est-il de la souffrance dont nous ne sommes pas responsables ? La souffrance reste la souffrance, la douleur reste la douleur. Leur origine, qu'elle soit humaine ou non, n'a aucune importance aux yeux de ceux qui les endurent. Nous, humains, avons assez peu d'enfants, mais ceux-ci font l'objet de soins parentaux qui permettent à la grande majorité d'entre eux de survivre. C'est le cas dans les pays occidentaux, mais aussi de plus en plus dans les pays en développement. Beaucoup d'animaux, peut-être même la majorité, adoptent une stratégie différente. Ils donnent naissance à un grand nombre de petits dont ils s'occupent peu. Par conséquent, seuls quelques individus survivent. La taille de la population reste donc stable. En raison de cette stratégie, que les biologistes ont nommée stratégie R, la première que j'ai mentionnée est appelée stratégie K, un nombre colossal d'animaux meurt à un très jeune âge. Bon nombre de ces animaux, si ce n'est la majorité, meurent probablement de manière lente et douloureuse. Outre la faim, la soif, le froid et la sécheresse, les animaux sauvages endurent les blessures et les maladies sans jamais pouvoir jouir de soins médicaux. Ils sont confrontés aux catastrophes naturelles telles que les inondations et les incendies. Ils sont également victimes du parasitisme et bien entendu de la prédation. Comment ne pas en conclure que les visions idylliques de la nature sont non pertinentes et que la quantité de souffrance globale y est considérable ? La question de savoir si nous devrions agir ou non face à ce gigantesque problème est controversée. Toutefois, je trouve étonnant qu'elle le soit aussi parmi les véganes et les défenseurs des droits des animaux qui semblent convaincus que nous devrions nous préoccuper principalement de nos propres devoirs et des souffrances que nous-mêmes provoquons. Encore une fois, aux yeux de l'animal, peu importe que nous ayons causé sa souffrance ou non. Il est vrai que l'évaluation des conséquences de nos interventions pourrait s'avérer extrêmement complexe. Il est tout aussi vrai que nos interventions pourraient avoir des effets catastrophiques. Mais les personnes qui se penchent sur cette problématique sont clairement conscientes de la complexité et des risques en présence. Tout progrès sera certainement graduel et lent. Par ailleurs, il convient de garder à l'esprit que ce qui se déroule quotidiennement dans la nature est épouvantable. Cette vie disparaît peu à peu. Ce bouvreuil pivoine est maintenant sur la liste rouge. Une chouette chevêche, c'est chouette. Ces populations ont décliné dans les années 1960 à cause de l'usage des pesticides. Depuis que ces produits ont été bannis, cette espèce a des populations stables. Les changements dans leur habitat, la perte des vieilles haies d'arbres et les hivers sévères ont également pris part au déclin de l'espèce. Souvent mal aimée, la vipère Pléiade. C'est un serpent craintif qui préférera la fuite. S'il se retrouve acculé quelque part, il va s'enrouler autour de lui-même, ne laissant sortir que la tête en sifflant. Cette posture lui permet de protéger son corps d'une potentielle attaque de l'agresseur et de lancer sa tête, principe du ressort, très rapidement. Certaines morsures sont sans venin car il préfère le conserver pour chasser plutôt que pour se défendre. Souvent une simple morsure est suffisamment intimidante. Alors évidemment, la pièce va vite devenir étroite.
Alors ça, c'est pour paquet. Là, il a commencé à manger les insectes. La vie est partout. Quelle est belle cette nature. Les naissances s'enchaînent, mais tous n'arriveront pas à survivre. Dans ce nid, des jeunes tariers pâtres réclament leur repas. Plus de 10 000 insectes. Un véritable pont aérien entre les feuillages et ce nid. Une belle chenille verte croustillante. Il faut de la patience et même beaucoup. Ce mignon. Ce troglodyte mignon ramasse des fleurs pour garnir son futur nid. Il faut qu'il soit beau pour plaire à madame. Et oui, c'est elle qui va le choisir entre plusieurs nids. Moi, j'attends la nuit pour me réveiller. C'est beau la vie. J'ai de beaux yeux et je suis très utile dans le jardin. Encore un autre rescapé de la vie, un jeune faucon cresserelle qui est sorti plus tôt que prévu. Tous n'ont pas cette chance. La vie des oiseaux n'est pas facile. D'autres auront plus de chance.
5 jeunes cygnes sont sous la garde des 2 parents. Malgré cela, un seul survivra. Ce film est quand même un espoir. La vie continue dans ce monde moderne. Quatre de ces jeunes vont disparaître. La vie est souvent cruelle. Les parents leur dégagent le chemin car ils savent bien que la route va être longue et semée d'embûches. Ces petits sont confiants. Appelé Déliac, ce jeune faucon cresserelle attend aussi les soins. Il partira le jour même chez un vétérinaire d'où il rejoindra ensuite un centre de soins. Oui, oui, si ça passe. Oh, mais c'est pas beau ça? Bonne Là, chance dans et une tu nouvelle fermes. vie. Tiens. Tiens, tu veux fermer, Sophie? Oui. Ouais. Oui, comme ça, puis après on va peut-être ouvrir. Voilà. Voilà. Ah, la vie. Sur l'île Rouzic, dans les Côtes d'Armor, les fous de Bassan prennent leur envol. Une colonie de plus de 20 000 couples. Il faut les protéger en fabriquant par exemple des nichoirs à mésanges. Déjà plus de 200 en place et 10 000 insectes entre la naissance et l'envol en 18 jours. Faites le calcul. Le lucane ou cerf-volant est le plus grand et le plus imposant des insectes européens. C'est aussi le plus grand et le plus impressionnant. Cet épervier d'Europe a eu beaucoup de chance d'atterrir chez Daisy. Il vole parce qu'il est arrivé là, il volait sur la plage.
Grâce à lui, nous lui avons rendu sa liberté. Encore un de sauvé. Les jeunes tariers-pâtres grandissent bien. Et encore et encore. Mais un matin, la vie s'est arrêtée. Le chat est passé par là. Aucune chance. Pour ces jeunes merles noirs, il ne faut pas bouger. Préservons la vie sauvage. Pour Alain Bougrain-Dubourg, nous sommes entrés dans une ère d'extinction massive de la biodiversité. La nature agonise, mais il est encore temps de la sauver. C'est un mammifère sur 4 ou un oiseau sur 8. Nous sommes vraiment entrés dans une nouvelle ère d'extinction massive de la biodiversité. La biodiversité et le climat vont de pair. La nature offrant les meilleurs puits de carbone, ces espaces qui permettent de piéger le CO2 ou les autres gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Le phytoplancton joue un rôle capital, les océans fixant 60% du CO2 de la planète. Mais les autres milieux naturels contribuent aussi. On pense bien sûr aux arbres des forêts. Il est logique car de nombreuses espèces sont dites parapluies. En les protégeant, on protège leur habitat, leur milieu naturel, leur écosystème. Protéger un mammifère, c'est protéger la nature, donc lutter contre le réchauffement climatique. Cette idée a fait beaucoup de chemin, elle n'allait pas de soi il y a encore quelques années. Les services gratuits rendus par la nature sont à l'origine de 40% de l'économie mondiale et ces services ont déjà disparu à hauteur de 60% en 20 ans à cause de la surpêche, de l'agriculture intensive, de l'artificialisation des terres, bitumes et bétons, et de la déforestation. Lutter contre le réchauffement permettrait donc de sauver des espèces ? Sans aucun doute. La nature agonise, mais il est encore temps de la sauver. Nous aurons toujours des animaux sauvages, mais ils seront moins nombreux et davantage spécialisés, de plus en plus dépendants de milieux de plus en plus fragiles.
can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things were meant to be. Take my hand and take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things were meant to be. Take my hand and take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. La nature n'est pas un simple décor joli au regard. Si tu fermes les yeux, tu ressens 1000 présences. On ne vient pas écouter le silence dans la nature. On écoute le vent, la terre, la vie qui résonne et fourmille à nos oreilles. Si un jour tu as perdu ton équilibre, que tu es dans le doute, trouve une forêt, cherche un tapis d'herbe de mousse, allonge-toi dessus, ferme les yeux, vide tes pensées. Respire l'odeur de la terre, écoute la vie. Adapte ta respiration au battement de ton cœur. Ressens les moindres recoins de ton corps et relâche un à un les muscles et les nerfs raidis par le temps. Deviens oiseau au son du vent. Deviens arbre parmi les arbres. Deviens le vent qui bruisse dans le feuillage. Deviens le chevreuil qui t'observe et que tu n'avais pas vu. Deviens fleur. Deviens ruisseau, écoute le chant des ancêtres.